Voilà. Alors, je fais enfin un petit sondage. Parmi vous, quels sont ceux qui connaissent la célèbre encyclopédie qui s'appelle Les Visiteurs du Ciel? Ah, vous savez qu'il y a une mise à jour qui a été faite récemment, évidemment, et comme vous l'avez sûrement apporté avec vous, son auteur ici présent se fera un plaisir de vous la dédicacer. Alors, je vais bientôt m'arrêter parce que ça n'a pas d'intérêt ce que je vous raconte. Donc moi, je voudrais que vous preniez bien conscience qu'aujourd'hui, il fait très mauvais. Il a traversé la France, il a quitté ses plages normandes pour venir jusqu'à nous ce soir. Il est même venu avec sa mauvaise météo. Je vous propose de faire un triomphe à Hubert au Petit qui va nous parler. Il va nous parler de ce qu'il a derrière sur le papier. Merci Hubert, c'est à toi. Merci Jean-Claude et merci de m'avoir donné l'occasion de rencontrer tout ce monde. Alors en préambule, on va admettre qu'il y a quand même en ce moment des sujets un peu plus préoccupants que nos conditions de vol dans 10 ou 20 ans. Bon. Donc je vais faire un blabla d'égoïste pour des égoïstes. Et de plus un blabla un peu rasoir parce que je vous expliquerai beaucoup plus ce qu'on ne sait pas que ce qu'on sait. Et aussi pourquoi on ne sait pas, et encore peut-être ce qu'il faudrait faire pour savoir. Alors nous sommes le jeudi 7 avril 2022. Vous entendez pas? Bon, alors je peux parler plus fort, hein? Non, tu rapproches. Je peux hurler? Voilà. Ouais, mais après, vous voyez, là comme ça alors. Bon. Donc nous sommes le jeudi 7 avril 2022. Et est-ce que vous me demandez par exemple le temps qu'il fera le 7 avril 2030? Alors c'est facile. Hein. Je prends mon grand livre, ça s'appelle Le temps retrouvé, là, donc le temps à venir, là. Qu'est-ce que je lis? Le 7 avril 2030, après quelques passages nuageux, aggravation à partir de la fin d'après-midi, plafond à 1800 à Saint-Hilaire, quant au vent, sud-est, 20 km/h. Voilà. Bon. Vous voulez aussi savoir si vous pourrez voler dimanche? Alors là, non, là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, j'ai regardé les 5 modèles que je consulte habituellement, aucun n'est d'accord. Morale de l'histoire, on est aussi incapable de prévoir le temps dans 20 ans qu'on est capable de le prévoir dans 3 jours. Donc là, il ne faut pas essayer de péter plus haut que ses fesses. Voilà. Donc, c'est un peu comme si on demandait le prix du baril de pétrole en 2030. Hein. Il y a vraiment là des quantités de données qu'on n'a pas. Alors moi, je viens de Normandie, donc la seule réponse honnête, c'est une réponse normande. Hein. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein. Enfin, vous volerez, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, c'est déjà beaucoup de ne pas savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent savoir. Mais déjà, dire qu'on n'est pas sûr que les conditions pour le vol libre seront meilleures ou seront moins bonnes dans 20 ans, c'est déjà pas dire qu'elles seront meilleures, et c'est pas dire non plus qu'elles seront moins bonnes. Hein, donc c'est déjà quelque chose qu'il faut montrer, c'est pas évident. Par exemple, ça bat en brèche les idées un peu simples, comme puisqu'il fera plus chaud, il y aura plus de thermique. Bon. Ou inversement, puisque l'air contiendra plus d'humidité, il y aura plus de nébulosité, donc plus d'orage, plus de stratocumulus, donc on volera moins. Alors j'ai même lu sur un site de parapente un article qui m'annonce, un site internet, hein, de parapente, qui annonçait une augmentation apocalyptique de la turbulence en vol dans l'enfer thermique que seront devenues les Alpes en 2050. Bon. Donc il est important de comprendre que notre destin n'est pas fixé par les dieux du réchauffement climatique et que même si beaucoup s'en font l'oracle, chacun sait depuis la tragédie grecque que les oracles sont faits pour se tromper. Donc, alors j'ai dit réchauffement climatique, je pourrais dire changement climatique, je pourrais dire évolution climatique, mais je ne dirais pas dérèglement climatique. Comme malheureusement le propagent les médias, les politiques, et parfois certains scientifiques chauffés à blanc là, par les médias. Et s'il y a une crise climatique, c'est une crise, c'est pas du climat, c'est la crise de l'homme, chez l'homme. Mais en tout cas, c'est pas le climat, parce que le climat n'est pas une mécanique réglée, donc elle ne peut pas se dérégler. La chute des corps, la propagation de la chaleur, là, c'est des mécaniques réglées. La chute des corps, une pomme,
On la lâche, on sait qu'elle va tomber, et on sait où elle va tomber. On allume son radiateur, on sait que ça va chauffer. Bon. Rien de tel en météorologie. Bon, vous connaissez bien sûr le coup de l'aile de papillon, hein, du battement de l'aile de papillon en Australie qui déclenche la tempête en Floride. Donc le climat n'est pas un système réglé, donc pas non plus déréglé. C'est un système dynamique qui va sans cesse d'équilibre en équilibre, ou de déséquilibre en déséquilibre, si on préfère. Bon, les mathématiciens parlent de chaos, hein, mais ce n'est pas au sens habituel du mot chaos, enfin vulgaire, hein, c'est vraiment un chaos déterministe, hein, un chaos dans lequel on peut se retrouver. Et en fait, ça n'a aucune raison de changer, hein, même si l'atmosphère se réchauffe. Il y a eu des périodes de réchauffement, il y a eu des périodes de refroidissement dans l'histoire du climat. Autour de l'an 1000, il y avait à peu près les mêmes températures qu'il y a aujourd'hui. Entre-temps, ça s'est refroidi. De même, entre 1940 et 1980, la température n'a pas eu vraiment de tendance à monter, elle a plutôt même eu tendance à baisser. Donc, c'est pas parce que le climat se réchauffe qu'on entre dans le chaos. Enfin, voilà, il y a une première idée fausse. Et donc, parler de dérèglement climatique, ça me fait penser à il n'y a plus de saison, hein, de ma grand-mère, ou le temps se détraque de mon grand-père. Bon, et on peut espérer un peu plus de rationalité à l'époque des modèles numériques de prévision. D'ailleurs, je pensais à propos de l'an 1000, en 1400 hein, quelques, hein, François Villon, hein, où sont les neiges d'antan, hein, déjà. Donc, en tout cas, bon, certes, il y a un consensus, là-dessus, il n'y a pas à en discuter, hein, c'est qu'il y a une tendance récente d'une quarantaine d'années au réchauffement. L'atmosphère terrestre s'est réchauffée en moyenne de 1,1 degré depuis un siècle. Donc voilà la publication du GIEC. Hein, donc vous voyez 1,1 degré. En tenant compte donc d'une baisse relative entre 1900 et 1980, et plutôt même entre 1940 et 1980. Alors cette tendance au réchauffement, comme vous savez tous, est à l'origine de différents scénarios, hein, pour des scénarios rationnels, donc de prévision. Les uns portent sur le passé et interrogent la cause de cet effet. Augmentation de l'effet de serre, augmentation des émissions de CO2, due en particulier aux émissions de CO2. Aussi certains dissidents rappellent quand même qu'il y a des causes naturelles, comme la variation de l'activité solaire, comme la variation des radiations cosmiques, qui suscitent des formations, en particulier la dernière cause suscite des formations de nuages plus ou moins visibles, mais en tout cas une couverture nuageuse qui augmente l'effet de serre. Donc il y a des scénarios d'interprétation, hein, qui portent sur le passé, et puis il y a des scénarios qui portent sur l'avenir. Hein. Et là, ces scénarios produisent des scénarios de scénarios, hein, parce qu'en fait, il y a plusieurs échelles de scénarios. Hein. Il y a une échelle climatologique, ensuite il y a une échelle météorologique, et ensuite il y a, si on veut, une échelle aérologique qui est celle qui nous intéresse. Alors pour l'échelle climatologique, donc c'est la grande échelle, hein. Donc on dira, pour abréger, même si, c'est les scénarios des climatologistes et les scénarios du GIEC, même si tous les climatologistes ne sont pas dans le GIEC, et ceux qui ne sont pas dans le GIEC ne sont pas forcément des farfelus non plus, hein, ou des révisionnistes, ou des climato-sceptiques, je ne sais quoi. Hein. Mais ces scénarios, donc, qui sont majoritairement publiés par le GIEC, s'efforcent de nous dire, voilà, pour un réchauffement global de n degrés, voilà le type de climat que vous aurez. En fait, c'est pas rapporté au nombre de degrés, c'est rapporté à une donnée sur laquelle je reviendrai, qui est ce qu'on appelle le forçage radiatif. Bon, enfin, ça revient au même. Et donc, eh bien, selon les scénarios, pour 2100, hein, on varie entre 1 degré et 6 degrés. Bon. Alors, il faut insister sur le fait que ces scénarios sont divers et souvent ne coïncident pas. Chaque équipe de chercheurs, dans chaque laboratoire de recherche, met au point ses modèles de prévision et arrive à tel résultat qui ne coïncide pas nécessairement avec celui de son voisin. C'est la raison pour laquelle les rapports du GIEC parfois sont un peu longs à accoucher, hein, parce que précisément il y a des scénarios divergents et parfois qui se contredisent, qu'il faut accorder.
Bon, alors ces scénarios, ils divergent au sens que même s'ils sont à peu près tous d'accord sur la valeur du réchauffement thermique, ils ne sont pas d'accord évidemment sur la manière dont climatiquement, ça va s'exprimer. Les uns annoncent un réchauffement dans telle région du globe, les autres annoncent au contraire que ça va se refroidir. Bon, alors un bon exemple pour fixer les idées, c'est la question du Gulf Stream, hein, par exemple, parce que là, on a vraiment des contradictions flagrantes entre certains qui annoncent l'annulation, voire la disparition du Gulf Stream, voire l'inversion du Gulf Stream, hein, qui deviendrait comme le courant de Humboldt là, sur le Pacifique ouest, et qui entraînerait un refroidissement paradoxal de l'ouest de l'Europe, alors que tout se réchauffe, hein, et particulièrement en hiver. Et puis il y a d'autres scénarios qui affirment le contraire, qui contestent l'explication donnée par les premiers du Gulf Stream, qui ne serait due qu'à la descente des eaux salées, froides, donc lourdes, depuis les pôles, qui relèvent les eaux chaudes vers les tropiques et qui les font remonter jusqu'ici. Bon, donc les premiers disent que comme la banquise est en train de fondre, l'eau douce va remplacer l'eau de mer et donc le phénomène va se diminuer, voire s'arrêter. Et les seconds disent non, parce qu'il y a bien d'autres raisons météorologiques à grande échelle qui expliquent le Gulf Stream, et c'est pas parce que c'est pas seulement une question de ce courant marin qui vient du pôle Nord. Donc voilà, c'est un bon exemple, hein, pour être quand même très très prudent à l'échelle climatique déjà, hein, sur les conséquences de ce réchauffement. Et en fait, donc, on peut vraiment comparer ces modèles à nos modèles, c'est pour ça que j'ai fait la blague au début, quoi, c'est qu'on peut vraiment comparer à nos modèles de prévision à une semaine, par exemple, hein, voire à 3 jours. Hein. C'est pas parce que la météo se trompe pour samedi ou pour dimanche qu'il n'y aura pas de météo samedi, il y aura bien une météo, mais elle ne sera pas celle que la météo annonce. Et on est évidemment très habitués, nous, pilotes, hein, à ce genre à prendre ces données avec des pincettes. Donc prenons-les aussi pour le futur, comme nous les prenons pour le futur proche, immédiat. Et puis, encore une fois, ça veut dire que quand un scénario se réalise, tous les autres ne se réalisent pas. Hein. Donc tout le monde se trompait sauf un. Hein. Donc ça invite évidemment à beaucoup de prudence, beaucoup plus de prudence que celle dont témoignent les médias. Alors j'ai beaucoup relu la presse récemment sur cette question, et quand même on est assez affligé par le niveau d'instruction des journalistes, hein, qui, en majorité, hein, mais qui se permettent d'en parler avec un aplomb extraordinaire, sans en fait y rien connaître, hein, visiblement. Alors, donc ça c'est pour l'échelle climatologique. Bon. Ensuite, il y a l'échelle météorologique et l'échelle aérologique. Donc là, ces échelles vont susciter elles aussi des scénarios de scénarios, parce qu'à partir des scénarios divers qu'on donne pour le climat, eh bien, on va réinterpréter donc pour les régions, à l'échelle des pays, disons, des régions, et puis plus étroitement à l'échelle d'un département, et plus étroitement même à l'échelle d'un site, hein, d'un site de vol, hein, si on veut. Alors, alors bien sûr, ça demande une adaptation, et à chacune des étapes, eh bien, évidemment, on a une interprétation. Donc, en fait, ce sont des interprétations d'interprétation d'interprétation. Hein. À simple titre d'exemple, alors je l'appelle pour l'instant le GIEC Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais s'il prévoit une diminution des pluies pour les mois d'été, ça ne me dit pas grand-chose sur la journée de vol, hein, parce que si à la place de la pluie, j'ai un étalement de stratocumulus qui me pourrit ma vie thermique, là, mon activité thermique, évidemment, j'ai besoin de savoir si effectivement cette diminution des pluies, c'est une diminution de la nébulosité ou si c'est une diminution simplement de la pluviosité. Hein. Et donc, ça suppose donc de passer de la climatologie régionale à une climatologie aéronautique et parfois très très locale, hein, puisqu'on sait très bien, vous savez aussi bien que moi, qu'on peut voler dans une vallée et ne pas voler dans l'autre qui est bouchée. Hein. Alors maintenant, ça pose de nouveaux problèmes d'interprétation, parce que maintenant, quand on est à un autre bout de la chaîne, du côté des sites de parapente, que seront nos sites et que seront nos ailes, surtout, et nos habitudes de vol en 2030 ? Alors évidemment, c'est un point important pour anticiper les conditions de vol dans 10 ans. En 1980, dans le ciel de Saint-Hilaire, on ne voyait que des deltas.
en 1990, dans le ciel de Saint-Hilaire, on ne voyait plus que des parapentes. Donc, qui pouvait prévoir en 80 que 10 ans après, on ne verrait plus que des parapentes, et donc qui peut dire ce que sera le ciel de Saint-Hilaire dans 10 ans, hein? Est-ce que ce sera des planeurs gonflables? Est-ce que ce sera toujours des parapentes? Est-ce que ce sera des ailes rigides? Des flying suits? Enfin bon. Et est-ce qu'on sait si ces machines ne seront pas capables, par exemple, d'affronter des aérologies beaucoup plus ventées, beaucoup plus musclées thermiquement, ou à l'inverse, moins musclées, des espèces de paddles aériens pour flotter un peu mollement sous les stratocumulus. Bon, on peut vraiment imaginer des tas de choses, hein. parce que bah, oui, on ne sait pas. Et donc, là encore, il faut tenir compte de cet aspect subjectif des choses, hein. Nos ailes évoluent. Non seulement nos ailes évoluent, mais nos habitudes de pilotage évoluent. Nos compétences de pilotage évoluent, nos désirs de pilotage aussi évoluent. On exploite aujourd'hui des conditions avec à peu près les mêmes ailes qu'on n'exploitait pas il y a quelques années. Et encore une fois, ce n'est pas seulement la question du niveau des ailes, hein, c'est le niveau de pilotage, c'est le niveau de l'attente aussi, le goût, l'engouement pour le cross, etc. Bon, c'est des choses qui sont culturelles en fait, hein, qui font partie maintenant de notre culture, et qui modalisent, qui relativisent en tout cas la question de savoir est-ce que ce sera mieux ou est-ce que ce sera moins bien dans 10 ans. Hein. Donc en gros, tout bouge, hein, le climat, les ailes, les pilotes, et on voudrait en tirer des conclusions stables sur le futur, ben, ça ne peut pas marcher. Alors, donc, néanmoins, bon, il faut, même si on reste prudent, il faut quand même passer au stade suivant, qui est de définir ce qu'on appellerait des conditions de vol acceptables ou des conditions de vol favorables, si on veut se faire une idée de ce qu'elles seront dans 10 ans, pour savoir si ça s'améliore ou si ça se détériore. Hein. Il faut savoir ce qu'on considère comme bon aujourd'hui et ce qu'on considère comme pas bon. Ce serait bête de prédire, encore une fois, une évolution défavorable pour les parapentes actuelles si plus personne ne les utilise dans 10 ans. Alors, c'est par ce premier point, en fait, d'aérologie que je voudrais commencer. Donc d'aérologie aéronautique appliquée au vol libre, car au fond, c'est le seul, vous allez voir, où on a notre mot à dire et où on a quelque chose à faire. Hein. Bon, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Ensuite, bon, j'essaierai de résumer les scénarios d'application que le GIEC Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne s'appelle pas comme ça, a tiré des scénarios planétaires et continentaux du GIEC. Mais en fait, on verra que ces scénarios sont plus intéressants pour prédire, si j'ose dire, le passé que pour prédire l'avenir. Et alors à la fois parce que ce GIEC savoyard est un peu flemmard, et qu'il n'a pas fait un travail suffisant, en tout cas, pour nous renseigner bien sur ces choses-là. Mais aussi parce que on n'a pas assez de données empiriques suffisantes pour faire le lien entre les prévisions météo et les vols réellement effectués en delta et en parapente. Hein, donc là, ça c'est un point très important sur lequel je reviendrai, c'est que la météo aéronautique, elle dépend des météorologistes au-dessus, mais elle dépend aussi des usagers en dessous, et il faut que sans cesse un travail d'adaptation, hein, entre les prévisionnistes et les pilotes. Hein. Et c'est ce qui se faisait par exemple à Saint-Auban. Bon, ça se fait encore un peu, mais enfin à Saint-Auban il y avait un centre de vol à voile, il y a un centre de vol à voile, et à la météo il y avait des prévisionnistes spécialisés dans le vol à voile, et qui donc travaillaient en étroite collaboration avec les pilotes, et qui faisaient varier leur interprétation de la situation météo en fonction du retour que leur adressaient les pilotes. Donc ça, ce sera mon premier point. Bon, ensuite, mon deuxième point. Et en plus, je conclurai justement sur la nécessité pour les clubs, pour la fédération, en tout cas pour tout ce qui est un peu groupement de pilotes, de s'intéresser davantage à la météo afin d'obtenir de meilleures performances des services météo. Hein. Alors, à la fois de Météo France, hein, il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais aussi de chercher à monter des partenariats peut-être avec des services privés ou bénévoles d'ailleurs existants, hein, et ainsi qu'avec des organismes de recherche. Bon, c'est ce que je voudrais développer pour terminer. Parce qu'effectivement, il est paradoxal quand même qu'on aille chercher des données
dans les services américains, britanniques ou allemands, parce que les services français ne nous les donnent pas, hein, ou en tout cas nous les vendent, alors que les autres nous les donnent. Bon. Donc là, il y a quelque chose, il y a une entrée politique là qu'il faut quand même traiter. Alors, donc je commence par cette climatologie du vol libre, aéronautique. Bon, alors quand on s'interroge sur l'évolution en agriculture, hein, sur l'impact du changement climatique en agriculture, on sélectionne un certain nombre de paramètres météo comme la quantité de pluie, le nombre de jours de gelée matinale, la température maximale, bon, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On interroge les années qui précèdent afin de se faire une idée des conditions favorables à tel type de culture. Et puis ensuite, on regarde ce que disent les modèles de prévision pour les années à venir de ces paramètres qu'on a sélectionnés pour caractériser les conditions favorables à l'agriculture. Je suppose que les investisseurs et les gestionnaires de stations de ski font à peu près la même chose pour les domaines skiables. Encore qu'on ne trouve pas beaucoup d'études. Hein, mais en tout cas, les paramètres, c'est, je sais pas, les températures nocturnes et diurnes, c'est l'altitude de l'isotherme zéro, la quantité de précipitation, l'enneigement au sol, enfin bon, on peut trouver quantité de paramètres. Donc la première chose à comprendre, c'est que eh bien, il est important de disposer de paramètres aussi pour nous, de choisir des paramètres pour caractériser notre journée de vol. Et il faut bien comprendre que le futur ne fait sens que par le passé. Hein. C'est-à-dire que si on veut comprendre si demain sera meilleur qu'aujourd'hui, eh bien, comme vous savez, aujourd'hui, ça change tous les ans. La météo du parapente, elle change tous les ans. Donc on ne peut pas se fonder sur le temps d'aujourd'hui, le temps du mois d'avril 2022, même le temps de l'année 2022, pour fonder nos estimations d'amélioration ou de détérioration des conditions qui vont venir. Donc il y a besoin de faire la somme, de faire la moyenne de ce qu'on a vécu depuis quelques années, même depuis quelques décennies, pour définir à peu près des conditions moyennes de vol qu'on estime favorables, et puis ensuite de voir par rapport à cette moyenne des dernières décennies, eh bien, comment les prochaines décennies vont se comporter par rapport à elles. Donc ça, c'est vraiment le premier point à comprendre, c'est que vraiment le climat actuel, il ne peut être défini, comme il y a une variabilité interannuelle, hein, d'année en année, il ne peut être défini qu'à partir d'un certain recul. Donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir interroger les données, les statistiques passées, pour pouvoir prévoir l'avenir. Donc le climat actuel, d'après les paramètres sélectionnés par Météo France, hein, par exemple, hein, c'est bon an, mal an, le temps qu'il fait depuis 20 ou 30 ans, quoi. Hein, c'est ce qu'on appelle le climat actuel. Hein, c'est la moyenne donc, du climat depuis 20 ou 30 ans. Et alors, c'est alors seulement donc, en regardant l'évolution des paramètres sélectionnés pour caractériser ce, entre guillemets, climat actuel ou climat de référence, comme souvent on l'appelle dans les documentations, dans les publications. Donc c'est à partir donc, de ces paramètres de référence, hein, qui définissent le climat de référence, eh bien, qu'on va voir comment ces paramètres vont évoluer et donc comment le climat lui-même va évoluer et éventuellement pourra être plus favorable ou moins favorable à telle ou telle pratique sportive comme le parapente. Donc ça marche pour l'agriculture, ça marche pour la pétanque, ou le ski, on ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas pour le parapente. Et donc, il faudrait arriver à définir le climat actuel en vol libre ou en parapente. À partir donc de l'observation d'un certain nombre de données, de paramètres disponibles, c'est la condition, et qui constitueraient une sorte d'indice de journée favorable au parapente ou au vol libre. Bon, je vais toujours dire un peu où, parce que je ne voudrais pas non plus exclure les deltas, les planeurs rigides, enfin il y a évidemment pas que les parapentes. Hein. Et donc cet indice, il doit être composé d'un certain nombre de paramètres météo, température, humidité, etc., qui doivent à la fois avec lesquels on puisse à la fois interroger les statistiques passées, donc on doit pouvoir disposer de ces statistiques dans le passé, et ensuite
on doit pouvoir les injecter dans les scénarios à venir pour voir bien, ce que les modèles proposent pour leur évolution. Et là, c'est vraiment un point capital, hein, parce que précisément quand on va interroger les données passées, on va voir, je vais donner quelques exemples, mais quand on va interroger les données passées, le problème en vol libre, c'est que on aura beaucoup de mal à dire quelles étaient les conditions de vol. Vous voyez, si on arrive à dire qu'à Saint-Hilaire, pendant le mois d'avril 1990, il faisait 12 degrés en moyenne, ça ne nous dit pas comment on volait à Saint-Hilaire ce mois d'avril-là. Hein. Donc encore une fois, on voit bien que pour arriver à définir ce climat de référence du vol libre, qui serait la journée favorable, disons, il faudrait arriver à coupler à coupler les retours des pilotes à ces données objectives que sont les données météo. Alors, reste en tout cas qu'en termes de données disponibles à l'heure actuelle, les scientifiques nous fournissent donc d'une part les scénarios dont j'ai parlé, hein, et d'autre part, les scientifiques travaillent sur des séries historiques de données météorologiques, soit qu'elles aient été observées parce qu'il y avait des observatoires, des dispositifs de mesure, soit parce qu'elles sont tirées de réanalyses de situations passées. Hein. Exemple type, on n'a pas le vent à 2000 mètres en 1990 au-dessus de Saint-Hilaire-du-Touvet. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On le réinterprète à partir des données de vent dont on disposait ce jour-là. Hein. Donc même pour le passé, on est obligé de faire du scénario. Hein. On est obligé de faire d'appliquer des modèles d'interprétation. Donc bien sûr, hein, de même que quand on reçoit sa facture EDF, il faut s'assurer que c'est une consommation réelle et pas une consommation estimée. Hein. Et bien là, c'est pareil. Hein, quand on a ces données, il faudrait toujours pouvoir savoir si ces données sont des données réelles ou si ce sont des données réinterprétées. Hein. Il y a un exemple très très flagrant, c'est les radiosondages. Hein. Il y a quelques, quand vous interrogez le site de AeroWeb, hein, de Météo France, vous voyez quelques radiosondages en France, mais en fait il n'y en a qu'un qui fait vraiment, qui est un radiosondage observé, hein, c'est celui de Bordeaux, et puis tous les autres sont prévus. Hein, mais donc c'est des radiosondages un peu fictifs, quoi. Et après le problème, c'est quand on rentre tout ça dans la machine, on ne sait plus ce qui était réel et ce qui était fictif. Donc là encore, c'est des sources de difficultés d'interprétation. Alors comment va-t-on faire pour caractériser la bonne journée de vol, de parapente ? Alors, bien sûr, on aurait envie de parler de plafond, on aurait envie de parler d'intensité des ascendances, on voudrait être sûr que la couverture de cumulus ne va pas s'étaler, donc on voudrait connaître la nébulosité. Et puis, même si les conditions sont mauvaises le matin, peut-être que ce sera une bonne journée l'après-midi, ou le contraire. Donc tout ça, c'est des critères pertinents, mais le problème, c'est qu'ils n'existent pas dans les données, ni dans les données passées, ni dans les données à venir. Pour l'instant, en tout cas pour l'avenir, mais en tout cas dans le passé, on ne les a pas. Donc, on doit, pour définir notre journée, on va être obligé de retenir des critères qui ne sont certes pas idéaux, qui ne sont pas ceux qu'on voudrait, comme ceux que je viens de donner, hein, mais réalistes quant à la possibilité de les injecter dans les modèles passés et dans les scénarios futurs. Alors, je vais vous présenter un outil qu'on a mis au point avec Jean-Pierre Macvet, qui est un vélivol, hein, qui s'occupe de la météo à la Fédération de vol à voile. Et avec cet outil, on essaye de trouver un indice qui caractériserait au mieux les conditions favorables. Alors lui, c'est le vol à voile, nous, c'est le vol libre. Mais encore une fois, bien sûr, si je suis là aussi, c'est pour que vous m'aidiez à le valider ultérieurement, hein, avec votre expérience, hein, parce que définir une journée favorable sans avoir de retour d'expérience, évidemment, c'est aussi complètement de la fiction. Alors, idéalement, bien sûr, il faudrait distinguer à l'intérieur du vol libre entre les ailes de parapente et puis les ailes plus rigides, parce qu'effectivement, une bonne journée de Swift n'est peut-être pas une bonne journée d'alpha ou de spiruline. Bon.
Donc, dans un premier temps, bon, je vais donner raison à la majorité, c'est-à-dire aux parapentes, et puis on parlera que de parapente, mais enfin on verra qu'ensuite on peut affiner, si on veut, et adapter à des aéronefs à décollage à pied plus fins. Alors, autre difficulté, alors celle-là est de taille, c'est que le parapente en plaine n'est pas le parapente en montagne. Les critères de vent, en particulier, ne sont pas les mêmes du tout. D'autant que les montagnes, en montagne en tout cas, se chevauchent et se combinent des vents météorologiques, si on peut dire, et puis des vents aérologiques, des brises. Et donc il peut très bien souffler un vent très fort à Chambéry et puis on vole dans le bocal à Saint-Hilaire. Hein. Donc, ou de même à Gourdon, il y a le Mistral, et puis on va voler à Sospel, il n'est pas encore là. Et donc ceux qui auront volé à Gourdon diront que c'est une journée pourrie. Et puis ceux qui auront volé à Sospel diront que c'est une journée favorable au parapente. Et puis alors ceux qui font du cross, évidemment, alors eux ils perdent à tous les coups parce qu'ils partent d'un site favorable, mais ils s'arrêtent forcément là où c'est défavorable, puisque sinon ils continueraient. Donc là, ils auront toujours une journée défavorable. Donc, alors le problème, bon je plaisante un peu, hein, mais donc le problème n'est pas simple en plaine, mais il est beaucoup plus complexe en montagne, et il est d'autant plus complexe que, eh bien, en plaine, il n'y a qu'une dimension, si j'ose dire, c'est qu'on est au sol et le vent, on le mesure au sol facilement. Et comme vous le savez, le vent au sol en montagne, il n'est pas très significatif par rapport alors, il a quelques significations, mais en tout cas, on ne peut pas s'y fier pour faire des prévisions réalistes et précises pour le vol en parapente. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre indice, il va varier en fonction des terrains. Hein, et que, alors bon, avec une application, on peut arriver à développer ce genre de produit, hein, c'est-à-dire un indice qui, en fonction de la localisation qu'on choisit, évolue, n'est plus le même. Hein, et donc permet bien de donner les conditions favorables à Saint-Hilaire quand on clique sur Saint-Hilaire ou je ne sais pas où, au Cap Blanc-Nez, si on vole au Cap Blanc-Nez. Alors, par journée favorable, alors je ne veux pas dire journée à record, hein, parce que celle-là peut très bien, une journée à record, on peut très bien sortir des marges de sécurité habituelles du pilote moyen. Hein. Non, une journée favorable, c'est une journée pendant laquelle ils ont un groupe raisonnable ou un nombre raisonnable de pilotes. Je ne dis pas que c'est déraisonnable de voler dans certaines conditions, mais enfin, ça dépend bien sûr après de la compétence de chacun. Hein, mais je veux dire, un nombre raisonnable de pilotes, non moins raisonnable, ont pu faire des vols satisfaisants. Hein, disons à peu près ça pour commencer. Et généralement, grâce à l'activité thermique et aux brises qu'elle engendre. Et donc, pour définir cet indice, eh bien, on peut explorer 3 paramètres, la température, le vent et l'humidité, hein, qui sont tous les 3 très importants pour notre activité. Alors, la température, bon voilà, je vais vous donner la seule équation de tout mon exposé. Hein. De même que votre facture de chauffage électrique est directement proportionnelle à l'écart que vous choisirez entre la température extérieure et la température de votre thermostat dans votre salon. Et bien de même, l'énergie convective est directement proportionnelle à l'écart de température entre la source thermique et Tmax et disons à 2 mètres du sol, et puis l'air ambiant. Alors ça résulte directement des lois de la thermodynamique. Hein. M, c'est la masse, c'est la capacité thermique, bon, c'est propre à chaque substance. Hein. Mais ce qui compte évidemment, et ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'énergie est proportionnelle à delta T, c'est-à-dire T max moins T min. Hein, T maximum moins T minimum. Alors qu'est-ce qui se passe dans une bonne journée thermique? Eh bien, le sol a refroidi pendant la nuit. La température donc, de l'air atteint son minimum en général à l'aube. Et quand le soleil se lève, bon, vous connaissez tous le scénario, hein, il y a les inégalités de température qui apparaissent en fonction de la réceptivité des sols au rayonnement solaire. Le brassage commence et il atteint son maximum dans le courant de l'après-midi à une heure variable en fonction de la nébulosité qui freine ou qui accélère le brassage. Mais c'est à ce moment donc de
l'après-midi, de début d'après-midi, que l'air atteint sa température maximum, vers 3-4 heures, disons, heure légale. Et on peut dire que l'énergie convective dont dispose la masse d'air, donc cette énergie qui convertit l'énergie thermique en énergie cinétique, la chaleur devient du mouvement, eh bien, elle est proportionnelle à l'écart de température entre le minimum de température du jour, donc de l'aube, et le maximum observé pendant la journée. Alors là, j'élimine toute arrivée d'air météorologique. Si évidemment il y a un changement de masse d'air pendant la journée, ça ne marche plus. Alors bien sûr, cette énergie est inégalement répartie selon les sols, selon les reliefs, selon l'exposition. Bien sûr aussi, elle est fonction de la structure verticale de la masse. Enfin, elle va se répartir différemment selon la structure verticale de la masse d'air, selon qu'il y a du cisaillement ou pas de cisaillement. Bon. Mais on comprendra que les bonnes journées thermiques se caractérisent par une grande amplitude diurne de température. Alors s'il faut déterminer une valeur précise de delta T, ben là c'est empirique. Et bon, avec Jean-Pierre, on est arrivé à peu près à... Enfin pas à peu près, on est arrivé à la valeur de 10 degrés. Alors bien sûr, bon, c'est empirique et après ça demande à être vérifié, mais disons que ça correspond à peu près aux pratiques des prévisionnistes de vol à voile en particulier. Donc application météo sur 2 jours, vous voyez par exemple, jour 1 vous avez une nuit claire, température à l'aube 12 degrés, on est l'été disons, température maximum 24 degrés, bon, donc 24 moins 12 ça fait 12 degrés, donc là vous savez que vous allez avoir une bonne convection thermique, une bonne activité thermique, bon et puis le soir vous voyez arriver un plafond nuageux, et la nuit suivante, au lieu de descendre à 12 degrés, il y a un effet de serre à cause du plafond nuageux, et la température ne descend qu'à 14. Donc si vous avez 14, bon et puis du coup ça va ralentir la convection nuageuse, va ralentir la convection la couverture nuageuse va ralentir la convection le lendemain, donc ça montera peut-être qu'à 22 degrés, donc 22 moins 14 ou moins 15, on est en dessous, on est à 7 ou 8 degrés, et là vous savez que la journée, même si tout a l'air de très beau, les nuages se sont dégagés, mais vous savez que la journée sera moins bonne, parce que tout simplement le delta T était inférieur à 10 degrés, en tout cas était inférieur aux 12 degrés de la journée précédente. Donc ça confirme bien qu'en tout cas que l'argument, si ça chauffe plus, ça pompera plus, est faux. La température minimale, donc la température des nuits, est aussi importante que la température des jours pour caractériser l'activité thermique d'une journée. Alors caractériser, ce n'est pas le mot, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui affectent cette activité thermique, mais en tout cas pour augurer d'une bonne journée de vol. Alors bien sûr, là où ça se complique, c'est quand on veut faire des moyennes sur plusieurs années, pour définir justement ce fameux climat parapentiste ou parapentique de référence. Parce que les lieux de mesure, hélas, en 40 ans, les lieux de mesure changent. J'ai consulté, il y avait un malheureux climatologue de la région de Lille qui était désespéré, le pauvre, parce qu'il essayait de suivre, pour corriger les données de la station météo de l'aérodrome de Lille, pour corriger les données, il était obligé de suivre le déplacement de la station sur 40 ans. Et en fait, elle n'a pas arrêté de bouger. Un coup, elle était au bout de la piste, un autre coup, elle était derrière un hangar, un autre coup, bon. Et donc, il s'arrachait les cheveux parce qu'il n'arrivait pas à comprendre les écarts de température et en fait, en quoi les données étaient difficilement exploitables. Et même quand le thermomètre reste au même endroit, eh bien, l'environnement change. La plupart des stations qui étaient autrefois à la campagne sont désormais en zone urbaine ou périurbaine, et dans ce que les climatologues appellent les îlots de chaleur urbains, les ICU. Et là, ces îlots de chaleur urbains affectent très significativement les températures. Donc le même capteur de température ne donne plus les mêmes résultats du fait de l'urbanisme, à cause principalement de la restitution des surfaces bétonnées la nuit. À Paris, par exemple, il n'est pas rare d'observer 10 degrés d'écart entre les températures intramuros et les températures extramuros. On a même mesuré un record de 11,4 degrés d'écart, intramuros-extramuros, le 30 septembre 1997.
Donc évidemment, notre delta T, ben, il en est affecté. Hein. Il sera moins optimiste dans une station urbaine ou en voie d'urbanisation qu'à la campagne. Alors bien sûr, bon, les météos appliquent parfois des facteurs correctifs, mais avec une marge d'imprécision qui peut parfois dépasser la marge prévue, enfin la prévision. Hein. C'est un peu comme les sondages politiques. Et donc, rien. Alors, donc, bien sûr, encore une fois, bon, rien ne nous empêche ensuite de corriger par notre expérience ces données, hein, en sachant que, je sais pas, la station de Saint-Martin-d'Air, elle donne une température qui ne correspond pas aux températures moyennes minimales de la vallée, par exemple. Hein, et donc de corriger ensuite. Hein, mais il faut bien avoir conscience que là, il y a une difficulté. Et ce n'est pas la dernière, parce que c'est la température, finalement, la difficulté la plus légère. Hein, parce que quand on en arrive à l'humidité, au vent et à l'humidité, ben là, ça se complique. Alors, le vent, en plaine, tout est simple. On a besoin de vent pour voler, même pour faire du thermique. Et vu les limites de vitesse des ailes actuelles, on peut avancer que les bonnes journées dynamiques ou thermiques se caractérisent par une fenêtre moyenne de vent de 15 à 30 km/h. Bon. Donc il y a un seuil minimal en plaine qu'il n'y a pas forcément en montagne. Le problème, évidemment, c'est que ce vent moyen dépend de la plage de temps qu'on utilise pour le calculer. Et raison pourquoi, parce qu'un vent moyen sur quoi? Sur toute la journée. Donc c'est pas facile à calculer. C'est pas donné par un capteur directement. Hein, il faut faire la moyenne, il faut un outil pour faire la moyenne. Donc il est peut-être préférable et plus facile de choisir un vent maximum. Hein, parce que là, le vent maximum, n'importe quel anémomètre donne très facilement le vent maximum. Donc il est plus facile à définir, il est plus facile à mesurer. Et puis, il est aussi le facteur qui limite le vol. Hein, parce que si je veux voler pendant 3 heures et qu'il y a 20 km/h, et puis qu'au milieu des 3 heures, le vent passe à 45 à l'heure, je serai obligé de me poser. Hein. Bon, donc, évidemment, c'est un facteur limitant, sauf si on veut faire du vol à reculons. Bon. Donc, évidemment, c'est l'inconvénient de ce type de mesure par le vent maximum. Hein, c'est que le vent maximum peut ne concerner qu'un temps très bref. Ça peut même être, vous voyez, le passage d'un thermique unique, très fort, qui va passer dans la journée, qui va faire augmenter le vent max, alors que le vent moyen, finalement, il aurait été beaucoup moins important. Alors bon, il faut fixer la barre. Hein. Alors, en vol à voile, on a fixé à 20 mètres secondes, hein, parce qu'évidemment, les planeurs peuvent voler beaucoup plus vite. En plaine, en vol libre, paraît raisonnable de fixer à 10, voire 11 mètres secondes, 36, 40 km/h. Vent maximum, hein, ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps à ce stade-là. Ça veut dire qu'à un moment de la journée, il y a eu ce vent-là. Et ça donne de bonnes chances quand même que pour le reste de la journée, il soit inférieur, strictement inférieur. Alors évidemment, ça ne couvre pas la situation où c'est très fort le matin et puis ça se calme l'après-midi, on vole tout l'après-midi ou l'inverse. Hein. Mais bon, encore une fois, on n'a pas d'indicateur parfait. Hein, donc il faut bien voir que c'est de toute façon des pis-aller, hein, que de choisir des paramètres aussi simples. Mais on en a besoin pour rentrer dans les modèles numériques. Donc on fixe la limite en plaine. Alors on a essayé, donc on a fait, je vais vous montrer, hein, on a fait une petite application là, pour le parapente, où on a fixé la limite arbitrairement à 11 mètres secondes. Bon, en plaine, hein. Et là, on attend le retour d'expérience, hein, pour voir si c'est une valeur qui est raisonnable, ou s'il faut la baisser, ou s'il faut la monter statistiquement en fonction des journées favorables ou défavorables qu'on aura observées. Ensuite, alors évidemment, là où la situation se complique, c'est en montagne. Hein, parce que là, on n'a pas de problème de seuil minimal. Bon, pour voler, c'est pas même par vent nul, on a le temps, puisqu'on généralement on décolle assez haut, on a le temps de chasser les thermiques. Bon, mais évidemment, le problème est très complexe pour la limite maximale. Alors moi, je vais parfois voler, souvent même dans le Kéra, avec un copain qui fréquente le coin lui depuis beaucoup plus longtemps. Et son critère, hein, et qui l'usage, moi je l'ai trouvé bon, c'est que
pour une journée belle, pour une journée où on peut envisager une balade en parapente, hein, pas seulement faire du vol local sur un site, eh bien, on regarde le vent à 3000 mètres, hein, parce qu'en fait, c'est à peu près les hauteurs moyennes où on vole, puisqu'on décolle au-dessus en général de 2500 mètres. Et là, c'est 20-25 km/h maxi. C'est-à-dire que chaque fois la prévision météo dépasse ça, et la prévision et puis le vent, mais on se rend compte que les conditions de vol sont difficiles, quoi, et qu'on ne peut pas dire que c'est une bonne journée de vol, quoi. Alors on peut faire, oui, un vol local, hein, mais on ne peut pas vraiment faire ce que nous aimons faire. Alors quand on transpose dans les Alpes du Nord, le critère est lié alors en partie à la hauteur du décollage, et surtout à la hauteur des reliefs, hein, bien sûr. On peut voler à Saint-Hilaire et rester en basse couche, même avec du vent fort à 2000 mètres, hein, en vol local. Mais si on veut, je sais pas, espérer faire un petit tour de la Chartreuse, eh bien, les sommets sont à environ 2000 mètres. Donc, on va regarder le vent entre 1500 et 2500. Et puis, alors moi, je ne suis pas un expert, hein, vous me direz si ça correspond à votre expérience, mais disons que j'aurais besoin d'un vent à 3000 qui ne dépasse pas 20 km/h peut-être, ou 25 km/h, quoi. Alors bien sûr, encore une fois, ça dépend du type de vent que l'on souhaite faire, hein. Si on veut faire du vol local, on peut avoir des vents en altitude plus forts, mais disons que, je ne sais pas si on pose... alors c'est peut-être un peu trop prudent, hein, mais 25 km/h à 3000, on est sûr de pouvoir trouver un endroit où bien voler, normalement, hein, si les conditions thermiques sont bonnes, si le delta T, encore une fois, est bon. Mais encore une fois, alors on peut peut-être monter à 8 mètres secondes, 8 x 34, 8 x 48, ça fait 30 km/h, 29-30, hein, comme c'est un maximum, bon. Et puis il faut le mettre à l'essai, et puis voir si c'est un bon critère ou si c'est pas un bon critère. Ensuite, et avec la difficulté que ce soit le vent à 2000 ou à 3000, il va être de toute façon interpolé par les modèles passés, enfin par les statistiques passées, hein, parce qu'on n'a pas de statistiques à 2000 et 3000, donc il va être recalculé, et par les statistiques à venir, hein, mais enfin on ne peut pas y couper en montagne. Alors qu'en plaine on peut y couper parce que on a pour le coup des vraies statistiques, des données réelles de vent mesuré au sol, enfin à 2 mètres du sol, quoi. Alors, enfin, pour l'humidité, alors là, c'est un critère difficile. D'une part, parce que les statistiques ne donnent généralement que la pluviométrie et non l'humidité relative ou le point de rosée, qui sont les données qui nous intéressent, hein, puisque c'est les facteurs déterminant la nébulosité. On a tous poireauté devant un décollage en attendant que ça se dégage, alors qu'il ne pleuvait pas, hein, donc... ça nous fait une belle jambe de savoir qu'il ne pleuvait pas, hein, mais on n'a pas volé. Bon. Donc pour avoir la précision dont on a besoin, il faudrait idéalement un delta T qui donne la différence entre la température ambiante et le point de rosée, par exemple, hein. Et alors évidemment, ça aurait l'avantage supplémentaire de nous donner les plafonds, enfin de nous permettre de prévoir le plafond utile. Mais évidemment, on est loin d'en disposer dans les modèles existants, qui ne sont pas fondés sur des besoins aéronautiques. Alors bon, évidemment, ces données quand même sont mesurées par les stations d'aérodromes. Et donc, en fouillant un peu, je pense qu'on peut quand même arriver à trouver des statistiques intéressantes. Je sais que par exemple, sur les grands aéroports, hein, ils font des statistiques sur les jours de brouillard. Hein. Les jours de brouillard, pour faire la statistique, il faut savoir où est le point de rosée et où est la température. Donc, ils ont forcément ces données-là. Et puis, aussi à proximité des grands aéroports, on s'intéresse aux orages. Mais évidemment, l'aviation commerciale, elle se moque des stratocumulus, des cumulus qui nous font plaisir, quoi, hein. Donc, c'est la raison pour laquelle là, il faudra travailler si on veut des données un peu fines et si on veut se satisfaire d'autre chose que de ce qui est donné par tous les modèles météo, à savoir la pluviométrie, qui est aussi insatisfaisante parce qu'elle est très locale, hein. En cas d'averse, c'est pas parce qu'il y a une averse à un coin de la vallée qu'on ne vole pas dans l'ensemble du massif des Alpes, hein. Donc on comprend que... Alors,
Bon, alors, mais néanmoins, bon, on comprend que la pluie, quand même, a un effet détériorant sur les conditions thermiques. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Tout simplement parce qu'en plus de la nébulosité qu'elle suppose, eh bien, elle refroidit le sol. Et ensuite, le sol va consommer, l'eau, cette eau qui est sur le sol, va consommer de l'énergie qui, autrement, aurait réchauffé le sol. Hein. Mais l'énergie d'évaporation va pomper l'énergie qui aurait été dans la convection thermique. Hein. Donc, évidemment, la pluie, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a fait avec Jean-Pierre, encore une fois? On a pris un seuil de pluviométrie. Alors, bon, pour le passé, c'est en général donné en millimètres, hein, donc on a pris 0,5 mm. Et puis pour le futur, par définition, on ne donne pas de millimètres, puisqu'ils ne sont pas encore tombés, mais on donne des probabilités. Hein, et donc, alors, les météorologues considèrent que 70%, c'est la quasi-certitude qu'il va pleuvoir. Donc on a dit 60%. Hein, ce qui donne une petite averse éventuelle quelque part, mais qui n'affecte pas toute une région de prévision et toute une région de convection. Hein. Donc on a situé notre journée favorable juste au-dessus de 60%. Hein, et quand on regarde dans le passé, 0,5. Et alors maintenant, on peut faire un algorithme pour classer les journées, une fois qu'on a ces trois paramètres. En pleine d'abord, on va poser... alors j'ai mis... C'est la pleine. Bon, alors voilà. Vol thermique, donc 10 degrés, moins de 60%, 40 km/h, et vol dynamique les mêmes, moins les conditions de température. Bon. Et puis en montagne, 10 degrés, 60%, 25-30 km/h, bon, selon le site, c'est à voir. Et puis pour faire du vol dynamique ou des ploufs, les mêmes, moins les conditions de température. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, on va classer par couleur les journées, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir les journées rouges, elles vont être trop venteuses, hein, on va avoir le vent supérieur au seuil qu'on s'est fixé. Les journées vertes, elles sont trop pluvieuses, donc supérieures à 60% ou supérieures à 0,5 mm. Blanches, pas assez convectives, donc delta T inférieur à 10 degrés, mais volable quand même. Et puis bleu, là tout baigne, puisqu'on a tous les indicateurs qui sont favorables. Et alors encore une fois, hein, bonne journée, ça ne signifie pas journée à record, hein, ça signifie journée où un club, une école de vol libre peut fonctionner, peut-être un club plutôt, hein, localement, en se baladant un peu, en plaisir et avec plaisir et sécurité. Bon alors la couleur peut changer en fonction de l'heure de la journée d'ailleurs, hein, on peut affiner un peu là aussi le modèle, on n'est pas obligé de faire un modèle qui soit journée par journée. Mais en fait, bon, alors ça paraît un peu simpliste, mais ça donne assez rapidement à l'usage hein, une bonne idée des conditions. Mais bon, elle a évidemment d'intérêt que dans la perspective d'une interaction hein, avec les pilotes et donc avec un retour d'expérience de pilotes qui participeraient à l'opération pour affiner l'indice. Alors Jean-Pierre Macvet donc, a fait en vol à voile des premières applications hein, dans la région lilloise pour essayer de valider hein, notre indice là. Et il a analysé donc les données de 1980 à 2001 sur la région de Lille. Et il a obtenu pour le vol en planeur finalement des résultats assez réalistes. Hein. Il a obtenu 40% de journées favorables entre le 20 avril et le 10 septembre. Donc en injectant cet indice dans les données existantes, et il a confronté ça aux statistiques, parce qu'en planeur on note tout, hein, c'est assez militaire, bon, donc on note tout, donc il a confronté ça aux statistiques de vol du club, et effectivement ça coïncide bien. Hein, il y a effectivement 40% de journées volées pendant cet intervalle dans la région en question. Hein. Alors bon, mais ce qu'a montré aussi son étude, c'est que, qu'il n'y a pas d'évolution positive due au réchauffement. À savoir que les températures minimales ont augmenté de manière plus importante que les températures maximales. Donc le delta T s'est réduit. Alors, est-ce le fait de l'urbanisation? Bon, c'est ça qui, évidemment, demande à être affiné.
Alors moi j'ai pour ma part épluché, alors pour le futur, les scénarios normands, du GIEC normand, parce que là il y a un GIEC normand et qui fonctionne à peu près bien, et les modèles semblent annoncer une augmentation du delta T pour les décennies futures. Bon, les 20 ans à venir. Alors si maintenant on passe en montagne, cet indice pose, comme je l'ai dit, un problème en termes de vent pour les séries de données passées à cause des mesures d'altitude. Il y a très peu de stations d'altitude, donc la plupart des vents sont estimés. Et alors pour ces estimations, alors il y a quand même des organismes qui sont assez pointus par l'Union européenne. Il y a le Copernicus, le Climate Data Store. Si vous j'ai pas mis l'adresse là, mais enfin c'est Climate Data Store. Vous tapez Climate Data Store et là vous verrez qu'on peut demander à cet organisme des statistiques très très précises avec des paramètres assez pointus. Et en tout cas, c'est ces statistiques qu'on a utilisées pour déjà valider l'indice que je viens de vous présenter. Et alors pour permettre le retour d'expérience des pilotes de vol libre, je propose donc un site une application qui peut servir d'outil, mais comme vous allez le voir, de manière encore très très rudimentaire. Alors je l'ai fait pour la Normandie avec un vent au sol maximum de 11 mètres secondes, ce qui est beaucoup trop pour la montagne. Donc voilà l'adresse. Bon, vous tapez journée favorable parapente et puis vous y arrivez. Et voilà donc la page d'accueil. Alors les données, il faut des données météo. Les données météo, comme vous savez, Météo France n'est pas très coopérative, et donc on a pris les données gratuites, à savoir le modèle américain GFS, qui est d'ailleurs utilisé par beaucoup d'applications météo, qui est gratuit et qui est sur toute la Terre. Alors les prévisions sont certes pas très fines, mais en tout cas elles ont le mérite d'être disponibles. J'ai regardé tous les programmes électoraux là pour dimanche, il n'y en a pas un qui propose que Météo France nous donne gratuitement ces données. C'est dommage. Alors, le lieu de prévision peut être choisi donc en cliquant sur un point de la carte ou en saisissant, vous voyez, j'ai mis Saint-Hilaire du Touvet là, et puis vous appuyez sur la case géocode, là, le bouton géocode, et ensuite vous avez, voilà, vous voyez, les prévisions. Elle n'est pas très bien centrée, ma diapo, mais enfin, c'est pas très grave. Vous voyez, j'ai fait ça lundi ou mardi pour la semaine. Donc, vous voyez, pour la Normandie, c'était... donc, il y avait une journée bleue qui était annoncée pour le 5, c'était mardi, non, lundi. Non, mardi, c'était, oui, mardi. Une journée blanche pour le 6 parce que le Tmax, il y avait un peu de nébulosité la nuit et le Tmax a un peu augmenté, pardon, le Tmid a un peu augmenté. Et puis après on passe au vert parce que c'est des journées trop pluvieuses, 25, 11, 2,7. Et puis on passe au blanc là à la fin. Non, on repasse au bleu à la fin au début plutôt de la semaine prochaine. J'ai dit Normandie, mais non, c'est Saint-Hilaire, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai appliqué les critères normands, donc j'ai pris un maximum de 11 mètres secondes. Mais pour le reste, c'est les critères qu'on pourrait appliquer à Saint-Hilaire. Donc ce que je veux dire là, c'est que ça marche pour Saint-Hilaire aussi, puisque le vent, de toute façon, il est inférieur à 11 mètres secondes, très largement. Il est même inférieur à 10 mètres secondes. Le maximum, c'est même 7 mètres secondes. Donc, alors justement, ce qui est intéressant à voir, mais je vous le demanderai après, si vous avez volé hier, parce que comme vous voyez, hier, il y avait une possibilité, c'était le 6, c'est ça hier. Bon. Donc il y avait une possibilité de vol. Et après, quand on compare, je vais vous montrer après d'autres sites, j'ai regardé les prévisions et les sites ne sont pas d'accord. Donc j'aimerais savoir comment ça a volé hier à Saint-Hilaire. Mais vous allez me dire ça quand on verra les autres prévisions. Alors bon, cet outil donc là que peut être utilisé donc librement, et donc il permet très rapidement de se dire bon voilà, mardi, mercredi, jeudi, il y a de bonnes chances que je vole ou il y a peu de chances que je vole. Ensuite,
Il y a une page retour d'expérience. Bon, alors c'est encore rudimentaire, hein, parce qu'il faudra que ce soit perfectionné. Mais donc on met son nom, voilà, et puis le département, le site, évidemment c'est très important. Quelle était la couleur prévue, et possibilité de vol, j'ai pu voler, je n'ai pas pu voler, et puis avec éventuellement un commentaire ensuite. Bon, alors évidemment, le site est expérimental, hein, je ne suis pas un développeur, et il gagnerait à être développé en une appli disponible sur les smartphones, en particulier avec des perspectives d'amélioration qui sont, d'une part, de coupler les codes couleurs avec des localisations géographiques, comme on l'a vu, hein, parce qu'encore une fois, le vent maximum à Saint-Hilaire, ce sera bleu à Saint-Hilaire, mais ce ne sera pas forcément bleu, je ne sais pas où, enfin autre part dans le massif. Donc là, mais ça c'est possible évidemment en développant l'application. D'autre part, ce qu'il faudrait, c'est augmenter la série temporelle et pouvoir garder plus longtemps garder les données passées, J-7, J+7, hein, parce qu'on n'a pas forcément envie de remplir le truc au soir de la journée de vol. Bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, les sites de l'application météo, ils effacent toujours les données passées, hein, les prévisions passées. Ils ne veulent pas qu'on voit qu'ils se sont trompés. Hein, donc vous ne trouvez jamais la prévision il y a 3 jours sur une application météo. Et puis d'autre part, il faut perfectionner l'interactivité, donc trouver un code pour que, en cliquant une fois, on soit tout de suite sur la page de retour d'expérience pour pouvoir dire très très rapidement. Bon, il y a quelques petites choses à perfectionner, mais là évidemment, encore, moi je suis très amateur dans cette discipline, et donc il faudrait évidemment une aide de quelqu'un qui connaisse à la fois le parapente et le développement de sites. Alors peut-être aussi qu'il est possible de s'associer avec une application existante comme Paraglidable par exemple, hein, qui fonctionne en fait. Alors pourquoi eux? Parce qu'ils fonctionnent sur ce principe. Hein. Vous avez là, vous voyez, je l'ai pris, c'était donc pour le 6, hein, j'ai pris la météo du 6. Hein. Et donc tous les petits points correspondent à des retours d'expérience en fait, parce qu'en fait ils utilisent l'intelligence artificielle pour coupler leurs prévisions avec toutes les données de vol qui ont été enregistrées sur les applications de suivi de vol. Hein. Et donc, eh bien, ça donne, donc c'est des réseaux de neurones hein, qu'on met en place là pour gérer donc à la fois ces données de prévision et l'expérience vécue des pilotes. Et comme ça, avec ce réseau neuronal, eh bien, on apprend au logiciel à faire des corrélations entre les conditions atmosphériques et les conditions de vol à partir des vols enregistrés. Donc ça c'est une possibilité. Ensuite, il y a une autre application qui est Météo Parapente, que vous connaissez sans doute. Hein. Alors Nicolas Baldec, donc c'est son créateur, hein, il faut lui tirer le chapeau parce qu'il a fait un travail impressionnant depuis 10 ans, et en particulier il a quand même réussi à obtenir de Météo France des sorties gratuites du modèle Arome, et c'est grâce à lui que, par exemple, vous voyez, je ne sais pas si certains utilisent Météo Ciel, mais vous avez le modèle Arome sur Météo Ciel, qui est gratuit, grâce à Nicolas Balbec. Bon. Alors lui, il bidouille sur son site avec Arome, avec un certain nombre de modèles, dont le modèle GFS d'ailleurs américain. Et alors donc ce qui est amusant, c'est de voir que alors j'ai pas pu avoir, je vais passer à Météo Blue ensuite, mais comme je suis pas inscrit, j'ai pas pu avoir l'accès à la prévision. Mais c'est intéressant de voir vous voyez, Météo Parapente est peu favorable au cross mercredi. Vous voyez, hein, il y a des plafonds au milieu de journée à 15h à 1200 mètres. Et puis le vent, il vent faible, ça il n'y a pas de problème de vent, mais en tout cas l'activité thermique. T'as un pointeur? J'ai un pointeur, oui c'est vrai. Non, ça c'est un zoom, et le pointeur est là. Je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Il n'a pas l'air... Laisse appuyer. Non, il n'a pas l'air de marcher. Il y a le zoom qui marche. Laisse appuyer. Ah, laisse appuyer, oui, d'accord. D'accord. Voilà. Donc ici, là, voilà, 15h, 16h, enfin 17h même, plafond à 1300 mètres. Donc c'est pas GG. Alors que quand on regarde
la prévision, bon, là c'est un peu une carte, enfin quand on la regarde en détail, on est dans le vert. Hein. Donc on est dans le I can I do XC, puis-je faire du cross-country, réponse verte là, hein, à Saint-Hilaire. Donc la réponse, c'était comment hier? Mou ou ça volait bien? Quelqu'un a volé, non? Oui. Oui, alors ça volait bien ou mal? Moyen. Bon. Mais c'est plutôt parapente ou c'est plutôt paraglidable? C'était plutôt genre un peu de cross quand même, un peu de balade, ou c'était vraiment bocal? Bocal. Bon, c'était plutôt parapente alors. Et puis, bon, je sais que Jean-Claude ne jure que par Météo Blue, il a sans doute raison, moi je connais très mal. Donc voilà, c'est le site évidemment, c'est un échantillon, mais enfin Jean-Claude fait des conférences là-dessus et donc je ne demande qu'à être convaincu. Mais en tout cas, bon, l'idée c'est peut-être de pouvoir aussi soit de développer quelque chose par nous-mêmes, soit par la fédération, soit de se mettre de mèche avec une de ces applications, voire d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres, pour essayer d'obtenir ce retour, enfin ce couplage entre l'observation et les retours d'expérience. Alors, passons maintenant à notre GIEC Arverno alpin. Déjà, c'est une région impossible. Hein. Bon, l'Auvergne est... Non, mais climatiquement, ça n'a pas de sens. C'est pas le même climat. Enfin, c'est pas la même chose. Hein, l'Auvergne et les Alpes. Bon. Alors d'abord, il ne s'appelle pas le GIEC. Voilà, il s'appelle l'ORCAE. Hein. Donc, il est issu du regroupement donc Observatoire régional climat, air, énergie, donc fusion de 3 observatoires régionaux, l'Observatoire de l'air, l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre, et l'OREC, qui est l'Observatoire des effets du changement climatique. Alors, c'est un organisme politico-scientifique qui est formé par la région. Sa vocation n'est pas de produire des modèles de prévision, mais d'interpréter dans notre région les prévisions données par le GIEC. Le GIEC, je rappelle, est aussi un organisme politico-scientifique. Hein. C'est des scientifiques nommés, un peu comme le comité scientifique pour le Covid hein, en France. Bon. Et alors, contrairement au GIEC normand, donc il y en a dans toutes les régions de ces institutions, mais le GIEC normand, eh bien, il donne la composition de ses membres. Donc il est constitué de, par exemple, on voit qu'il est constitué de chercheurs en géographie et dans les géosciences. Il n'y a pas de physiciens fondamentaux, il n'y a pas de climatologue à proprement parler. Mais bon, le site de l'ORCAE ne permet pas de savoir les noms et les professions en fait, des membres de cet organisme. Bon, alors ça demande enquête, je n'ai pas de soupçon, hein, mais disons que ce serait quand même mieux de dire quels sont les scientifiques et quelle est leur compétence pour faire ce travail. Et puis, bon, comme je vous le disais, hein, sans esprit de clocher, mais enfin quand même, je trouve que, comme je le disais à Jean-Claude, les Savoyards sont plus flemmards et les Normands sont plus ardents. Voilà. Parce que on a des documents qui sont moins approfondis, avec par exemple l'absence d'une donnée essentielle pour nous, qui est la température minimale. Moi, j'avais tout ça sur mon GIEC normand. Là, j'ai pas ça. Hein, donc, on est obligé vous verrez, hein, je suis obligé de les chercher ailleurs. Ils ne donnent que des températures moyennes. Donc, du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui contribue le plus au réchauffement, si c'est le réchauffement nocturne ou si c'est le réchauffement diurne. Hein, et bien, on a vu combien c'est important pour nous. Et puis, enfin et surtout, à la différence de leurs collègues normands qui ont vraiment travaillé pour produire des cartes de prévision précises à 10, 20, 50 ans, département par département, avec des températures maxi, des températures mini, des statistiques de vent fort, des régimes de vent, etc. Eh bien, l'ORCAE, je suis désolé de vous le dire, je ne sais pas, changer de président de région ou voter pour quelqu'un qui va les faire travailler, mais ils sont très pauvres. Hein, et en fait, toutes leurs données, enfin leurs publications portent sur le climat passé. Et pour le futur, il faut aller consulter des sites plus généraux comme le Centre national de la recherche météorologique qui dépend de Météo France en partie et du CNRS.
Et donc sur un organisme qui s'appelle la DRIAS, hein, les RIAS. Donc là aussi, hein, si vous tapez DRIAS sur Internet, eh bien, vous allez avoir accès à un certain nombre de données. Alors commençons par l'évolution. De toute façon, on a vu que le travail sur le passé, il n'est pas inutile du tout, hein, il est tout à fait nécessaire pour définir le climat de référence. Donc le choix de leur cahier, c'est de retenir au moins une station par département, disposant de données mensuelles homogénéisées sur un temps suffisamment long. Alors homogénéisé, hein, c'est le bidouillage dont je vous ai parlé, hein, pour définir à minima donc, un climat de référence sur une période de 30 ans, donc de 1981 à 2010. La période correspond donc, 30 ans, c'est la norme climatologique appliquée par Météo France actuellement, hein, pour définir un climat de référence. Donc on a le tableau et la carte là, donc vous voyez, il y a un par département, et pour nous, ils ont été choisir la station de Monestier de Clermont, qui, pour autant que je la connais, enfin que je connaisse Monestier de Clermont, c'est quand même plutôt campagnard, non? Hein? Non, ça s'urbanise? Non, ça reste campagnard, ça reste campagnard. Bon. Voilà, c'est les portes du Trièvre, hein, c'est quand on est dans la montée là, hein, donc bon. Alors, l'évolution des températures, hein, donc pour chaque station d'observation retenue, la température de référence donc, est calculée comme la moyenne des températures entre 1981 et 2010. Et ensuite, eh bien, on compare les températures observées, donc avant 80 et après 2010, et aussi à l'intérieur de 80-2010, eh bien, à cette moyenne qu'on a établie entre 80 et 2010. Donc c'est ce qu'on appelle l'écart à la moyenne, hein, c'est comme ça qu'on le repère sur les publications. Donc c'est la différence entre une température moyenne annuelle ou saisonnière et la température de référence définie précédemment. Alors, j'ai retenu le diagramme sur l'Isère, justement. Hein, il y a les 8 ou les 12 stations, hein, donc il y a 12 diagrammes. Hein, et donc là, vous voyez, eh bien, on a une augmentation, écart à la moyenne, hein, jusqu'à 2020. Hein, on n'est pas dans les projections, là. Hein, on est jusqu'à 2020. C'est ce qu'on avait dit, hein, je crois, dans le blabla introductif, là. Enfin, pardon, ce qu'on avait publié pour présenter ici l'exposé, c'est 2 degrés. Hein. Voilà. Donc les écarts, oui, sont représentés, donc, comme vous l'avez vu, vers les barres rouges. Alors, ce qu'il faut voir, la courbe beige, c'est ce qu'on appelle la moyenne mobile, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de moyenner sur 30 ans, on moyenne sur 10 ans, autour de l'année considérée. Alors bon, c'est des bidouillages statistiques, mais ça permet de donner une courbe d'évolution. Hein, voilà. Mais encore une fois, tout ça, c'est des moyennes. Donc oui, ça permet en fait de lisser, vous voyez, la variation interannuelle qui n'est pas forcément lisible, hein, alors que là, bon, on voit bien stagnation, augmentation brutale, relative stagnation et puis réaugmentation rapide ces dernières années. La température moyenne de référence, c'est 1990, c'est ça? La température moyenne de référence, c'est, encore une fois, c'est la moyenne entre 1981 et 2010. D'accord, hein, c'est 30 ans. Oui, enfin, sauf qu'en 1995, je ne sais pas, il a peut-être fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus froid. Enfin, c'est peut-être justement l'année où il a fait très froid, relativement froid par rapport à... Mais c'est 95 plus ou moins 15 ans, donc c'est grosso. Voilà, c'est ça, 95 plus ou moins 15 ans. Voilà, donc ça montre qu'en fait, en l'espace d'un siècle, on est passé de moins 1 degré à plus 1. Alors, c'est pas un siècle, hein, parce que la température, elle a relativement baissé entre 1940 et 1980, donc c'était un peu plus haut. Hein, et c'est la raison pour laquelle on est quand même assez surpris de voir que le GIEC dit que c'était le premier diagramme, hein, c'est 1,1 sur un siècle, la température. Alors c'est du globe, hein, température moyenne. Mais 1,1, ça paraît pas beaucoup quand on voit ici les 2 degrés. Hein.
Mais après, bon, c'est peut-être des expressions géographiques particulières en fonction des climats. Là, après, il faut affiner l'analyse si on veut avancer. Ça veut dire la moyenne sur 50 ans, elle a pris 2 degrés. Oui. Voilà. Aux réserves près, enfin voilà, mais oui. On est d'accord. Voilà. Donc la conclusion vous voyez, c'est 0,39 degrés par décennie, soit 2,4 degrés entre 1960 et 2020. Enfin, ça dépend après. À Monestier, c'est 2,6. Voilà. Alors si après on s'intéresse aux saisons, si on affine par saison, alors c'est intéressant parce que on a donc l'écart à la moyenne des températures hivernales, printanières, estivales et automnales, avec toujours la moyenne mobile sur 10 ans. Et là, donc alors, printemps, hop, là, je vais pointer, printemps, été, automne et hiver. Et donc, alors pour, je ne sais pas si j'ai pris le tableau, oui, c'est peut-être plus clair, plus facile à lire sur le tableau, hein, parce que là, bon, on n'a pas trop idée des ordres de grandeur. Donc là, c'est le tableau qui correspond au diagramme comme ça. Hein. Donc là, vous avez hiver, printemps, été, automne. Hein, et vous regardez la ligne Isère. Hein, et vous voyez que l'été, l'augmentation est beaucoup plus importante, 3,4, alors que l'automne, elle n'est que de 1,8. Printemps aussi, augmentation plus importante, 2,9. Et hiver, augmentation relative, enfin si importante aussi, 2,2, mais enfin, voilà. Donc, bon, alors donc évidemment, c'est un point important. Ensuite, si on passe aux précipitations, alors là, j'irai plus vite, hein, et puis après, on passera peut-être à un dialogue, hein, parce que je vous ai pas mal mobilisé. Mais donc j'irai plus vite parce que on peut faire en fait 2 observations. Hein. C'est que d'abord, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'évolution des précipitations en termes statistiques parce que le cumul annuel des précipitations globalement, bon an, mal an, est le même pour toutes les stations observées. Donc pas d'évolution marquée des cumuls annuels de précipitations selon leur cahier, hein, toujours. Voilà. On voit bien là, c'est par saison ou c'est par... oui, c'est par saison aussi. Bon, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et quand on regarde la courbe beige, hein, on voit qu'elle tourne quand même autour du zéro, quoi. Enfin, elle monte et elle descend autour du zéro. Hein, donc, c'est difficile d'en tirer des conclusions. Hein. Donc pas d'évolution, oui, voilà. Et puis en conclusion, sur ce point, en tout cas, je dirais qu'en fait, on manque cruellement de données régionales précises. Enfin, l'ORCAE ne nous donne pas des conclusions régionales précises qui soient utiles pour le vol libre. Hein. Il faudrait des données précises de température minimum, de température maximum. Il faudrait les jours de pluie et non pas les quantités de précipitations, parce qu'on s'en fout, les quantités de précipitations. S'il pleut 3 mètres de pluie un jour et que tout le reste de l'année il fait beau, on volera. Bon, donc c'est pas les quantités de précipitations, c'est les jours de pluie. Il faut les voir en altitude, on les a pas. Et alors bon, ces données sont sans doute accessibles, disponibles quelque part, mais il faudrait une étude précise qui ne peut être faite que de manière un peu officielle, en relation avec un organisme de météo, sans doute Météo France, hein, mais charge à nous encore une fois d'établir des contacts fructueux. Alors pour terminer, donc, je passerai aux projections, hein, en commençant par rappeler les prévisions globales du GIEC, hein, à savoir que à l'horizon à l'horizon 2100,
Selon les scénarios, il y a une progression moyenne de 1,6 à 4,3. Ça, c'était les modèles de 2019. Ces projections donc, reposent sur 4 scénarios d'évolution possible d'un paramètre dont je vous ai parlé au début, qu'on appelle le forçage radiatif, et qui caractérise l'effet de serre. En fait, le forçage radiatif, c'est le supplément d'énergie que la Terre garde. La Terre échange avec le cosmos de l'énergie, elle renvoie de l'énergie dans le cosmos envoie de l'énergie dans l'atmosphère terrestre, et eh bien, il y a une différence entre l'énergie reçue et l'énergie renvoyée, et cette différence est positive, c'est-à-dire que la Terre garde plus d'énergie qu'elle n'en renvoie. Et ce chiffre du forçage radiatif mesure précisément cette quantité d'énergie excédentaire, donc qui va contribuer au réchauffement, que la Terre conserve. Et donc c'est une sorte de bénéfice énergétique, mais un bénéfice énergétique dont on se passerait bien sûr, que mesure ce forçage radiatif. Et donc, alors après, RCP, ça décrit les profils représentatifs d'évolution de la concentration. Bon, enfin, c'est du jargon. Et donc, vous voyez, quand on met RCP 2,6, eh bien, c'est un scénario fondé sur un forçage radiatif de 2,6. En fait, il y en a 4. Il y a 2,6, il y a 4,5, il y a 6 et il y a 8,5. Alors 2,6, c'est dit le GIEC avec politique climatique internationale, sans préciser quelle politique. Bon. Et ensuite, ben, moins on agit, plus on monte. Mais ceci, alors il y a 2 choses à remarquer. Bon, d'abord, l'hypothèse quand même, c'est que les activités humaines ont une action directe et prépondérante sur le climat, ce qui n'est pas complètement évident. Bon. Et deuxièmement, la deuxième chose, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une action sur le climat, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que ça et qu'avec une politique même la plus vertueuse, le climat, la Terre cesserait de se, enfin l'atmosphère cesserait de se réchauffer. Ça, on ne peut pas le prouver. Et puis la deuxième chose à observer quand même, c'est assez frappant, c'est que même les scénarios les plus pessimistes, bon, si quand même, à partir de 2050, le 8,5 vraiment, bon, mais là c'est sans aucune politique climatique. Bon. Mais vous voyez, les 3 finalement sont assez proches. En 2050, c'est à partir de 2050 que vraiment l'écart se creuse entre les 3 scénarios. Donc on peut dire qu'au fond, entre 2,6, 6 et même 8,5 et 4,5, enfin les 4 quoi, au fond, dans la décennie qui vient, les 2 décennies qui viennent, il y a peu de différence. Alors, ensuite, donc j'ai consulté donc, les statistiques de la DRIAS, donc faute de disposer de celles de l'ORCAE, qui est donc un service global proposé par Météo France, enfin par le Centre national de recherche en météorologie. Et le défaut de ce service, c'est que, encore une fois, on vous le donne clé en main. Donc on vous donne une possibilité sur les Alpes, sur les Pyrénées, mais avec très peu de paramètres. En particulier, les nébulosités, le vent ne sont pas proposés. Bon, alors j'essaierai d'en dire quelques mots à partir des scénarios plus à l'ouest. Mais, alors voilà, donc vous voyez, c'est par saison. Et vous avez donc l'écart de température moyenne. Donc différence entre la période considérée et la période de référence. Donc ça, vous avez compris ce que c'est. Donc ça, c'est le scénario 2,6. À gauche, RCP 2,6. Et donc, bon, vous cliquez, alors il y a un code couleur, vous voyez. Donc là, on est dans le gris, ici, donc on est en dessous de 1 degré, et c'est à l'horizon 2050. Et ensuite, vous avez, c'est par massif, les masses là qui sont dessinées, c'est les massifs. Donc si vous amenez votre pointeur sur le massif de la Chartreuse, ici, vous avez une image qui s'affiche et qui vous donne l'écart de température
aux différentes altitudes. Hein, donc à 2000 mètres 0,9, à 1800 mètres 0,9, 0,9 en fait, et simplement 0,8 à 600 mètres. Donc ça c'est l'hiver en Chartreuse. Pour 2,6. Ensuite, même chose au printemps. Eh bien, vous avez de même une augmentation assez modeste, hein, puisqu'on arrive à 0,6 à peu près, hein, partout à tous les étages. Écart de température moyenne, donc 0,6 degrés. Donc ça, c'est encore une fois printemps, scénario bas, 2,6, 2050. Ensuite, vous avez l'été, alors là, ça rosit un peu. Alors ça rosit plus dans les massifs à l'est de la Chartreuse, mais ça reste dans le gris sur la Chartreuse. Et là, vous avez 0,9. Toujours dans les mêmes conditions. Et puis pour l'automne, eh bien, vous avez 0,7. Toujours dans les mêmes conditions, et là tout redevient gris. Bon, donc on voit que c'est l'été où la température moyenne augmente le plus, mais que cette augmentation est relativement modeste, hein, pour 2050, quand on se rappelle la montée du scénario proposé par le GIEC. Puisque c'est inférieur à 1 degré. Mais encore une fois, on est à 2,6. Alors maintenant, si on passe à 8,5, le scénario le plus pessimiste, alors j'ai pas refait pour toutes les saisons, hein, mais pour l'été, eh bien, on est quand même surpris, hein, de voir que ça reste très très raisonnable, si on peut dire. Hein, ça reste à 0,8 degrés pour l'été, et donc vous voyez, c'est 8,5. 2050, écart de température moyenne. Donc c'est assez... je dois dire que je suis assez surpris, hein, par ce résultat. Je m'attendais à pire, d'autant plus que... alors on peut dire que bon, c'est... Si on considère qu'il y a eu 2 degrés d'augmentation en 40 ans, c'est dans 20 ans, donc ça fait la moitié de 2 degrés, donc 1 degré. Donc en fait, c'est à peu près une augmentation. Mais c'est un peu moins d'1 degré quand même. Donc c'est un peu moins d'une progression linéaire, quoi. Et ce, même dans le scénario le plus pessimiste. Alors ensuite, plus intéressant maintenant pour nous, et là je ne retiendrai que les scénarios d'été parce que ça devient vite fastidieux, mais la comparaison entre les écarts de température minimale et maximale. Parce que là, la DRIAS, elle nous donne ça. Alors là, évidemment, c'est très, très intéressant. Et c'est pas forcément optimiste d'ailleurs, hein, mais bon, pour le vol, j'entends. Alors l'été, donc je reprends le scénario à 2,6, et ça c'est les températures minimales. Donc écart de température minimale, on est dans le rose. On est, donc vous anticipez déjà que c'est pas très bon ça. Parce que on est à 1,1. Alors que les températures... zut, je n'ai pas la maxi. Ah ben j'ai pas de... Non, ça marche plus. Ah si. Ah ben j'ai peut-être pas mis la carte, mais je vais vous donner le résultat. Je l'ai noté. Où est-ce que j'ai mis ça? Eh ben c'est 0,8 au maxi. Hein, donc plus 1 au mini. C'est ça, hein, oui, plus 1 ou plus 1,1, à 400 mètres, disons. Hein. C'est plus 1 au mini et c'est 0,8 au maxi. Hein, donc ça veut dire que l'écart de température est réduit entre la température minimale et la température maximale. Donc ça veut dire que c'est moins favorable au vol libre. Même si la température est plus élevée, on pourrait imaginer qu'il y a de meilleures conditions thermiques, eh bien, il y a moins d'énergie thermique disponible parce qu'il fait plus chaud la nuit. Et que donc eh bien, l'énergie disponible est moins importante.
Et donc ça, c'est pour 2,6. Et j'ai refait la même chose. Alors, je n'ai pas fait pour le 8,5, mais j'ai fait pour le RCP modéré, donc 4,5. C'est quand même assez important. Hein, c'est le deuxième... enfin, c'est le seuil au-dessus. Et là, on arrive... si, d'ailleurs, j'ai fait 8,5 aussi. Alors. Donc voilà, pour 4,5, on a 0,9 de température minimale d'écart l'été et 0,8 de température maximale l'été. Donc là encore, alors bon, c'est 0,1, hein, on ne va pas non plus chipoter trop. Enfin, c'est quand même un manque à gagner, si j'ose dire, par rapport à la convection thermique. Et pour 8,5, là, c'est carrément défavorable. Hein. On a 1,4 d'écart de température, plus 1,4 de température minimale, et plus 1,1 de température maximale. Donc là, ça fait 0,3, c'est important. Donc si je résume, tous les scénarios pour 2050 ne dépassent pas 1 degré de température moyenne d'augmentation pour les Alpes du Nord, mais cette augmentation n'est pas nécessairement une amélioration pour les conditions thermiques. Bien plus, on peut redouter que la cause du moindre refroidissement nocturne soit due, par exemple, à une augmentation de la nébulosité. Puisqu'on sait que plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'humidité. Bon. Donc là, il y a... Bon, alors bien sûr, tout ça est très... C'est des scénarios, encore une fois, c'est des scénarios de scénarios de scénarios, hein, des interprétations d'interprétations. Hein, donc il faut prendre avec des pincettes. Hein. Mais en tout cas, bon, voilà ce que permet de prévoir les scénarios du GIEC appliqués à la région alpine, des Alpes du Nord. Bon. Et puis si vous voulez voir les Alpes du Sud, enfin, et puis après vous pouvez aller sur les sites, hein, tout ça est disponible. Alors pour le vent et la nébulosité, malheureusement, le site ne donne pas le vent pour les Alpes, justement, hein, le site de l'Adrias, et moins encore la nébulosité, donc là on ne sait pas, hein, et c'est pourtant un capital. Et puis pour les précipitations, on annonce juste alors une augmentation de 1 ou 2 jours de pluie l'été. Donc là il compte en jours de pluie, ce qui nous intéresse. Donc il y a 1 ou 2 jours de pluie en plus l'été, ce qui là aussi est un peu paradoxal parce qu'on a l'impression que les canicules, l'augmentation de température va provoquer plus de canicules et plus de sécheresse, oui, mais il y aura quand même plus de jours de pluie. Et en particulier, il y aura 3 ou 4 jours de plus de fortes précipitations. Donc ça peut être aussi des précipitations donc plus concentrées, mais enfin là, c'est en jours de pluie, hein, donc c'est pas seulement un cumul, hein, c'est vraiment des jours de pluie, hein, donc plus de jours de pluie et plus de jours de fortes précipitations, ce qui laisserait supposer donc une augmentation de la nébulosité, peut-être des orages, et encore une fois, ce qui paraît un peu contre-intuitif. Alors en conclusion, vous voyez, on n'arrive pas à grand-chose quand même. Hein. En conclusion, le premier point, c'est qu'à l'inverse de la plaine, où les prévisions font état d'augmentation moins forte des minimales, hein, j'ai fait le même exposé en Normandie, et là j'ai pu annoncer triomphalement qu'il y a effectivement une réelle baisse, enfin une moindre augmentation des températures minimales, et donc qui serait favorable à l'activité thermique. En montagne, le réchauffement pourrait encore une fois se traduire par une baisse du gradient journalier de température, donc par une baisse éventuellement, enfin défavorable relativement donc à l'activité thermique, ainsi qu'une légère augmentation des jours de pluie, donc des jours non volables, qui est aussi défavorable. Alors bon, la raison donnée par les climatologues, c'est la présence océanique, hein, qui au fond régule un peu, un peu plus le climat vers l'ouest que vers l'est. D'ailleurs, quand on voit les cartes des climatologues sur l'ouest de la France, on voit que les écarts de température deviennent de plus en plus importants à mesure qu'on pénètre dans l'intérieur des terres. Et en particulier, les températures minimales s'élèvent de plus en plus à mesure qu'on rentre à l'intérieur des terres. Alors précisément, comme j'ai rien pu dire sur les vents, on peut quand même dire une chose, c'est que les prévisions sur l'ouest de la France ne font pas état d'augmentation des jours de vent très forts. Là aussi, un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on raconte. Mais là, bon, c'est pas moi, encore une fois, hein, là c'est le GIEC normand. Bon. Donc pas d'augmentation des jours de vent très fort ou de tempête, donc pas d'augmentation des jours ventés qui précèdent et qui suivent la tempête, hein, puisque une tempête, c'est pas simplement une journée.
Donc ça pourrait contribuer à stabiliser aussi l'indice des journées favorables, y compris dans les Alpes du Nord, puisque les Alpes du Nord sont quand même concernées par les perturbations. Hein. Si on ne va pas voler là pendant 2 jours, c'est parce qu'il y a une méchante là, qui arrive sur l'ouest. Hein. Donc s'il n'y en a pas plus, il n'y en aura pas plus ici, hein, non plus. Mais en tout cas, bon, encore une fois, hein, prenez ce que je dis avec des pincettes, hein, d'abord parce que je le dis, et ensuite parce que j'interprète des choses qui sont elles-mêmes des interprétations. Bon. Et puis parce que, en fait, tous ces scénarios sont incapables, en l'état actuel des choses, de réellement intégrer la réorganisation des flux météo que suppose le réchauffement climatique, quoi. Parce qu'effectivement, il va y avoir, enfin, on peut imaginer quantité de réorganisation de la circulation atmosphérique, mais c'est extrêmement complexe. Hein, et donc, évidemment, on est très très loin de pouvoir avoir des prévisions un peu précises. Alors, néanmoins, bon, je pense que l'utilité de vous parler de tout ça, c'est d'avoir essayé de vous faire prendre conscience que nos paramètres, les besoins que nous avons de connaissances sur nos paramètres, sont trop fins pour retenir l'attention des scientifiques. Donc, si nous voulons davantage de précision, il convient de sortir nos mains de nos poches, de faire pression et de participer nous-mêmes à la création d'outils adaptés. Alors, ça peut se faire dans 2 directions. Bon, d'abord, effectivement, vers des sites privés comme Météo Blue, Météo Parapente, Paraglidable, bon, bien sûr. Mais aussi, bien sûr, vers les pouvoirs publics qui sont censés piloter les services de la météorologie. Et aussi vers les organismes de recherche. Et c'est là, je pense, où notre fédération a une carte à jouer parce que je regrette qu'elle ait refusé de la jouer depuis sa création, hein, puisqu'on est quelques-uns à demander la création d'une commission météo, comme il y a en vol à voile et en aviation à moteur, enfin dans toutes les fédérations aéronautiques. Bon, il n'y a pas de commission météo dans la fédération de vol libre. Bon, apparemment, c'est en train de changer. L'idée est en train de faire son chemin, ce qui est une bonne chose. Mais le besoin, ce serait à la fois d'organiser les différents services aérologiques que la Fédé rend à ses membres, à ses usagers, donc les balises, les piou-piou, etc. Centraliser un peu et faire des applis un peu commodes pour avoir un accès rapide à toutes ces données. Pouvoir se coordonner avec d'autres groupes d'usagers, les marins, les kitistes, qui font en partie de la Fédé d'ailleurs, mais aussi l'armée. Hein. L'armée, ils ont des sémaphores partout, ils ont des anémomètres partout. Hein. Donc, il y a quantité de groupes qui disposent d'outils de mesure comme nous, et ces mesures ne sont pas du tout centralisées. Or, on a besoin de mesures. Hein. Donc, ce serait une manière de mettre en commun des ressources, enfin une possibilité pour arriver à cette mise en commun. D'ailleurs, je rappelle un épisode historique quand même, hein, c'est qu'on avait réussi à monter, en coopération avec la Fédération de vol à voile et avec Météo France, des sondes de basse couche. Hein, et pendant une dizaine d'années, on a pu faire des vrais sondages de température, hein, pour faire des hémagrammes, des vrais hémagrammes, pas des hémagrammes estimés, pendant une dizaine d'années, grâce à ce partenariat entre Météo France, notre fédération, et la fédération de planeurs. Hein. C'était des trucs très simples, on mettait ça sur un UM le matin, l'UM montait à 2000 mètres, il revenait, on sortait ça, on mettait la clé dans l'ordinateur et on avait le sondage. Hein. C'était hyper commode. Bon, et puis ça n'existe plus. Ensuite, donc bien sûr, oui, défendre nos intérêts vis-à-vis des services publics, en particulier de Météo France, et puis aussi de monter des partenariats, hein, comme je l'ai dit, pour justement faire rétroagir l'expérience des pilotes sur l'interprétation des prévisions. Hein. Et je pense encore une fois, avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment un domaine qui a beaucoup d'avenir. Et là, il faudrait essayer de travailler. Alors, soit en développant un outil un peu comme celui qu'on a essayé de monter, mais vraiment comme ça, soit en se mettant d'accord avec ou soit en montant un nouveau truc. Enfin bref, hein, ça permettrait cela. Et puis, je pense qu'il y a aussi un point important, c'est de pouvoir collaborer avec des organismes de recherche officiels, de pouvoir faire des demandes précises à un directeur de recherche au CNRS, à un directeur de recherche à l'université ou au centre de recherche de Météo France, pour qu'ils puissent faire travailler des thésards ou des étudiants sur un point précis. La brise, il y avait un très bel article, un très beau mémoire qui avait été fait, mais il y a très longtemps, il y a 40 ou 50 ans, sur la brise de vallée à Grenoble. Certains connaissent, non ? C'est un truc magnifique, hein, et qui justement, alors c'était commandité pour des raisons de pollution,
Et donc, c'était une étude très très précise de l'évolution des brises de vallée, des confluences de brises de vallée autour de Grenoble l'été. Donc voilà, ce genre de travaux, il faut les demander pour les avoir, parce que encore une fois, les scientifiques, ils ne savent pas nos besoins, et puis ça peut très bien les intéresser, je sais pas, le vent en altitude, enfin les données qui nous intéressent nous, peuvent très bien les intéresser. Voilà. Donc moralité, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est le dernier. Non, mais il n'y est pas. On l'avait mis, mais il n'y est pas. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ah ben si, voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera.